Imagine, tu te réveilles, tu prends ton café, tu reçois un mail. Votre dossier est en anomalie. Rien d'agressif, pas une insulte, juste une anomalie. Bon, tu te dis, Ça doit être une erreur. sauf que derrière ce mot, il y a parfois un truc très concret. Une prestation suspendue, un contrôle qui se déclenche, une démarche qui se bloque, un refus qui tombe sans explication claire. Et toi, tu restes là, à discuter avec une machine, un guichet, un formulaire, une procédure. Parfois, tu n'affrontes même pas la personne, tu affrontes un système. Et ce système, il a une particularité. Il te connaît mieux que toi ou ta famille sans jamais t'avoir vu. Oh, pas toi humain avec tes nuances, tes galères, tes changements de vie. Non, toi version donnée dans une base, toi version case cochée. Et le truc le plus perturbant, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir fait quelque chose pour être concerné. Tu es concerné parce que tu existes, parce que tu as un numéro, un dossier, un historique, des interactions, impôts, santé, allocation, emploi, titre. Tu es déjà un fichier, enfin plusieurs. Alors attention, cela ne veut pas dire que l'État te surveille H24 façon film d'espionnage. Mais cela veut dire quelque chose de plus subtil et parfois de plus puissant. L'administration moderne fonctionne par fichiers. Elle attribue des droits, contrôle, vérifie, recoupe, classe, souvent pour de bonnes raisons. Lutter contre la fraude, sécuriser, simplifier, accélérer. Mais avec un prix. Erreur, opacité, décision automatisée et une tentation permanente, vous enfermer dans un monde numérique qui donnera plus de pouvoir sur vous. Dans cette vidéo, on va comprendre comment ce fichage s'est construit en France, quelles lois l'encadrent et où sont les zones de danger. Pas en mode panique, mais en mode lucide. Parce que dans une démocratie, la question n'est pas seulement est-ce que c'est utile, c'est aussi qui contrôle le contrôle et quels sont les risques. Pour tout comprendre sur les fichiers, il faut remonter à 1974. Et je te préviens, c'est un moment charnière. Le genre de moment où l'État se dit « On va moderniser. et où tout le pays répond « Oui, mais alors doucement sur la modernisation. » À l'époque, l'informatique commence à devenir le nouvel outil magique. Et dans les bureaux, une idée très simple fait son chemin. On a plein de fichiers administratifs, et si on les connectait entre eux? Pas pour faire un roman de science-fiction, juste pour que l'État soit plus efficace. Éviter les doublons, simplifier les démarches, repérer les incohérences et gagner du temps. Sauf que la façon dont l'idée est formulée, c'est littéralement Interconnecter les fichiers. et surtout avec une clé unique pour relier tout cela, le numéro de sécurité sociale, le fameux NIR. Et là, on touche à un point sensible, parce qu'à partir du moment où tu as un identifiant unique et des bases de données qui se parlent, tu n'as plus juste des dossiers séparés. Tu commences à construire une colonne vertébrale, une architecture, un système où l'administration peut, en théorie, reconstituer une vie administrative complète. Santé, travail, impôts, prestations, etc. Le projet s'appelle Safari. Et non, ce n'est pas une appli de voyage. C'est un acronyme administratif, bien sec, bien sérieux, mais qui va devenir un symbole explosif parce qu'un jour, la presse s'empare de l'affaire, et là, tout bascule. L'opinion publique découvre « Attendez, l'État veut connecter ses fichiers via notre numéro de sécu ?» et d'un coup, l'imaginaire collectif s'allume. Superfichier, surveillance, profilage, on va être suivi à la trace. Et ce qui était vendu comme l'efficacité administrative devient perçu comme un risque démocratique majeur. À ce stade, ce n'est même pas seulement une question de bonne ou mauvaise intention, c'est une question de capacité. Quand tu donnes à une institution la capacité technique de tout connecter, tu crées une tentation. Et tu crées aussi un problème. Comment empêcher les dérives futures? C'est là que Safari devient un traumatisme fondateur. Un peu comme un vaccin collectif. La France prend conscience très tôt que la donnée, ce n'est pas juste des cases, c'est du pouvoir. Et de ce choc naît une réponse institutionnelle. En 1978, on crée un cadre qui va structurer tout le sujet en France pendant des décennies. La loi informatique et liberté, et surtout, la CNIL, l'autorité chargée de mettre des garde-fous. La logique, c'est « Ok, l'informatique peut rendre l'administration plus efficace. » Mais on ne fait pas n'importe quoi. On pose donc des principes, finalités, encadrement des traitements, contrôle et l'idée que l'État, comme les entreprises, ne peut pas juste aspirer les données parce que c'est pratique. Et maintenant, le twist, parce que sinon ce serait trop simple, Safari est stoppé. La CNIL est créée,
On se dit bon, On a appris. sauf qu'avec le temps, les mêmes besoins reviennent, mais avec un autre vocabulaire. On ne dit plus interconnexion généralisée façon Safari, on dit juste lutte contre la fraude, simplification, modernisation, partage d'informations. Et sur le papier, ça paraît raisonnable. Et c'est ça qui est fascinant. Safari n'est pas juste une histoire ancienne, c'est le moment où la France comprend que la question n'est pas fichier ou pas fichier, parce que les fichiers existent, ils sont même indispensables pour faire tourner un État moderne. La vraie question c'est Jusqu'où on connecte? Qui décide? Quel contrôle? Quelle protection quand on se trompe? donc retiens bien cette idée pour la suite, Safari, c'est la peur de tout relier, la CNIL, c'est la promesse de tout encadrer. Et notre époque, c'est le moment où on se demande, est-ce que les garde-fous pensés à l'époque suffisent encore quand l'interconnexion devient la norme, souvent au nom de l'efficacité? Et justement, pour comprendre ce qui est autorisé aujourd'hui, il faut regarder le droit moderne, RGPD, loi française sur les données sensibles, et ce fameux détail qui change tout, le consentement n'est pas le cœur du système quand il s'agit de l'État. Aujourd'hui, quand on parle de fichage, on pense souvent à un truc flou, un peu inquiétant, presque clandestin. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus administratif. Le fichage, c'est du droit, et même beaucoup de droit. Le cadre principal, tu le connais peut-être de nom, le RGPD. Ce règlement européen, c'est l'énorme panneau « Attention, données personnelles ». planté au milieu de la modernité. Et en France, il s'articule avec la loi Informatique et Liberté, version française, adaptée et mise à jour. Mais là, je veux casser une idée reçue tout de suite, parce qu'elle fausse le débat. Quand on parle de données, beaucoup de gens pensent Bah, si je n'ai pas donné mon consentement, c'est illégal. sauf que, pour l'État, le consentement est rarement le moteur principal. Pourquoi ? Parce que l'administration ne peut pas fonctionner comme un site web avec des cookies. Imagine la scène, Bonjour, on va calculer vos impôts. Non, je refuse le consentement. Ah bon? Bah, bonne journée alors, profitez de la route, des écoles, des hôpitaux et du reste. ça ne marche pas. Donc le droit prévoit d'autres bases légales beaucoup plus centrales pour l'action publique. L'obligation légale. L'État doit faire X, donc il traite certaines données. La mission d'intérêt public, l'État remplit une mission et le traitement est nécessaire à cette mission. Alors là, tu vois le vrai cœur du sujet. Le cadre ne repose pas sur le oui-non de l'individu, il repose sur une autre logique, nécessité et encadrement. Le RGPD et la loi française posent des principes simples sur le papier, mais extrêmement puissants quand on les applique correctement. On va les voir. Premièrement, la finalité. Pourquoi vous faites ça ? Tu ne collectes pas des données au cas où, tu dois dire pour quel objectif précis. Et normalement, tu n'as pas le droit de réutiliser ensuite ces données pour un autre objectif incompatible. C'est un point clé parce que c'est exactement là que naissent beaucoup de dérives. Tu collectes pour gérer un droit, puis tu réutilises pour contrôler, puis tu réutilises pour autre chose, et à la fin, tu as un système qui grossit par petits ajouts raisonnables. Deuxièmement, la minimisation. Prenez seulement ce qu'il faut. Le droit dit en gros, ne remplissez pas des caddies de données par défaut, juste parce que c'est possible. Tu prends ce qui est nécessaire, mais pas ce qui est disponible. Sauf que dans le monde réel, disponible devient vite tentant. Et quand les systèmes sont interconnectés, le coût technique de prendre plus diminue, donc la tentation augmente. Troisièmement, la durée de conservation. Vous gardez ça combien de temps ? Ça aussi, c'est un champ de bataille, parce que garder longtemps, c'est utile pour l'historique, mais aussi pour augmenter les risques. Erreurs, obsolescence, fuite, abus, décisions basées sur des informations qui ne sont plus à jour. Et justement, parlons de la catégorie la plus sensible, qu'on appelle justement les données sensibles. Le droit est très clair, certaines données sont particulièrement dangereuses à manier, origine, opinion, religion, santé, biométrie, police, justice, etc. Et le principe, c'est interdit, avec des exceptions, mais des exceptions strictes et encadrées. Et là, on arrive à un point important. Certains fichiers, notamment ceux qu'on appelle parfois de souveraineté, police, sécurité, renseignement, fonctionnent dans des régimes plus dérogatoires.
Ça ne veut pas dire hors la loi, ça veut dire règle spéciale, souvent dictée par un texte réglementaire, avec un avis de la CNIL qui doit être motivé et publié. Donc, d'un côté, on a un cadre, base légale solide, mission d'intérêt public, obligation légale, principes structurants, finalité, minimisation, durée, protection renforcée pour les données sensibles. Mais de l'autre, on a la vraie vie. Et la vraie vie, c'est que l'État moderne a une obsession, l'efficacité. Et l'efficacité, ça passe souvent par le croisement des données. L'interconnexion, aujourd'hui, est devenue légitime politiquement, notamment au nom de la lutte contre la fraude. Et la CNIL définit l'interconnexion comme une mise en relation automatisée d'au moins 2 fichiers. Et là, le droit devient une ligne de crête. D'un côté, c'est nécessaire pour contrôler et éviter les abus. De l'autre côté, plus tu croises, plus tu crées un pouvoir, et plus les conséquences des erreurs deviennent brutales. Parce que, et ça c'est la phrase qui doit te rester dans la tête pour la suite, un fichier n'est pas dangereux seulement quand il collecte, bon, sauf fuite de données évidemment, il est dangereux quand il décide. Et aujourd'hui, entre les croisements, l'automatisation, et parfois des systèmes qui déclenchent des contrôles ou des suspensions, on n'est plus seulement dans enregistrer, on est dans orienter des trajectoires de vie. Alors le droit prévoit aussi des contrepoids, droit d'accès, de rectification quand c'est applicable, contrôle CNIL, analyse d'impact, délégué pour la protection des données, pour les traitements à risque élevé. Mais, et c'est ce que je te propose de regarder ensuite, même avec un cadre solide sur le papier, l'architecture compte énormément, parce qu'un système de fichiers isolé, ce n'est pas la même chose qu'un écosystème interconnecté. Dans le chapitre suivant, on va voir justement l'architecture du fichage. Pourquoi ce n'est pas un super fichier unique, mais un réseau de bases de passerelles et de croisements, et pourquoi ce réseau, même bien intentionné, peut produire des effets inattendus. Ok, maintenant on attaque un truc contre-intuitif, mais crucial. Le fichage en France, ce n'est pas un super fichier unique, où un méchant fonctionnaire appuierait sur un bouton rouge pour afficher ta vie en hologramme. La réalité est plus moderne, et franchement, plus intéressante. C'est un écosystème, une constellation de bases, de registres, de traitements, d'outils métiers, qui parfois restent séparés, et parfois se parlent. Et c'est là que tout change, parce qu'un seul fichier c'est un objet, un écosystème c'est un réseau. Et dans un réseau, le pouvoir ne vient pas d'un seul nœud, il vient des connexions. D'abord, remettons les mots au clair, on confond souvent tout. Un fichier au sens administratif est une base de données ou un ensemble structuré d'informations. Un traitement est ce que l'on fait avec ces données, par exemple collecter, stocker, croiser, analyser, décider. Un registre, c'est la traçabilité des traitements, qui fait quoi, pourquoi, pour combien de temps, avec qui. Et surtout, un système d'information, c'est rarement une seule base, c'est un millefeuille. Donc quand on dit l'État te fiche, c'est souvent l'État gère des dizaines, voire des centaines de traitements différents, portés par des administrations différentes, avec des finalités différentes. Et là, tu pourrais te dire, bon, au moins c'est morcelé. Oui, mais c'est justement là que l'époque moderne arrive avec son obsession préférée, l'interconnexion. L'interconnexion, le vrai moteur de l'écosystème. Une définition très utile serait l'interconnexion, c'est la mise en relation d'au moins 2 fichiers via un processus automatisé pour faire circuler ou comparer des informations. Et ça, c'est un changement de notre monde, parce que tant que les fichiers sont séparés, chacun produit une vision partielle. La santé voit la santé, les impôts voient les revenus, les prestations voient la situation familiale, l'emploi voit l'inscription. Mais dès que tu connectes, tu commences à produire une autre chose, une identité administrative composée. Pas une personne, une synthèse de données. Et cette synthèse, elle a un super pouvoir. Elle permet de répondre à des questions que personne ne pouvait poser avant. Exemple, cette situation est-elle cohérente entre X et Y ? Et c'est là que les autorités disent « c'est génial pour lutter contre la fraude ». Sauf que c'est aussi génial pour déclencher des soupçons, parfois à tort. Pourquoi l'interconnexion est devenue acceptable et même populaire ? Historiquement, Safari en 1974 était exactement l'idée d'interconnecter. Ça a traumatisé, mais aujourd'hui l'interconnexion revient avec un autre costume, celui de la rationalisation.
Le raisonnement est simple, l'État verse des prestations, il doit donc vérifier qu'il ne se trompe pas. L'État collecte des impôts, il doit donc vérifier qu'il n'y a pas de contournement. L'État gère des droits, il veut limiter les erreurs et gagner du temps. Donc on interconnecte pour accélérer, automatiser, contrôler et fluidifier. Et sur le papier, ça ressemble à une bonne gestion. Sauf que un réseau n'est pas neutre. Le problème, le truc le plus important à comprendre est ceci. Quand tu ajoutes une connexion entre deux fichiers, tu ne fais pas juste un petit pont, tu modifies la puissance de tout le système. Parce que si A parle à B et B parle à C, alors A finit indirectement par influencer C, même si ce n'était pas prévu au départ. Et là, on entre dans un mécanisme très humain, l'escalade raisonnable. On connecte juste pour vérifier une info, puis on se dit tant qu'on y est, on va aussi vérifier ça, puis on peut automatiser des alertes, puis on peut lancer des contrôles automatiques, puis on peut suspendre en attendant la vérification. Et sans jamais annoncer on construit un système punitif, on peut aboutir à un système où les conséquences deviennent lourdes, surtout quand l'erreur s'invite à la fête. Et ce n'est pas juste un sujet technique, c'est un sujet de gouvernance. Parce que dans un écosystème, le danger, ce n'est pas seulement les données, c'est qui a accès à quoi, quelle passerelle existe, quel acteur, y compris les sous-traitants, manipule les systèmes, quel contrôle existe, et comment on corrige une erreur quand elle s'est propagée. Et là, on arrive à un point important. L'architecture conditionne les risques. Une base isolée qui fuit, c'est grave. Une base interconnectée qui fuit, c'est parfois un désastre en cascade. Une erreur dans un fichier isolé, c'est un problème local. Une erreur dans un réseau, ça devient une erreur contagieuse. Elle se réplique, elle se recopie, elle se valide parce qu'elle apparaît à plusieurs endroits. Et le pire, plus un système est grand, plus il est difficile d'identifier où l'erreur est née. Donc tu peux te trouver à devoir prouver que tu n'es pas la version de toi-même produite par le système. Petite image mentale, on imagine que ta vie administrative ce soit un portrait. Dans un monde ancien, tu as plusieurs peintres, chacun peint une partie du visage, parfois c'est incohérent, mais c'est séparé. Dans le monde interconnecté, donc le nôtre, tu as un seul portrait, mais peint par un algorithme à partir de fragments d'informations. Si un fragment est faux, le visage entier devient faux. Et toi, tu arrives devant le portrait et tu dis « Ce n'est pas moi !» Et le système répond « Pourtant, c'est ce qui est dans le système. » Voilà pourquoi parler d'architecture est indispensable. Et maintenant qu'on a compris la logique du réseau, on va regarder les deux continents principaux de cet écosystème, les fichiers socio-fiscaux, prestations, impôts, recouvrement, et les fichiers de souveraineté, police, sécurité, renseignement. Et tu vas voir, le même mot fichier n'implique pas forcément la même culture, ni les mêmes conséquences. On arrive à un point où tout devient plus clair si on arrête de dire le fichage comme si c'était un seul bloc. On a d'un côté le monde socio-fiscal, de l'autre le monde de la souveraineté. Et je vais le dire simplement, les deux manipulent des données personnelles, les deux peuvent être intrusifs, les deux peuvent se tromper, mais ils ne se justifient pas et ne se contrôlent pas de la même manière. Alors on commence avec la famille socio-fiscale, on gère des droits et on traque les incohérences. Le socio-fiscal, c'est tout ce qui touche à la vie administrative quotidienne. Prestations, impôts, recouvrement, situation familiale, emploi, etc. Typiquement la CAF, la DGFiP et l'URSSAF. La logique officielle est souvent positive et très défendable. Attribuer des droits, faire tourner le service public, corriger les erreurs et, bien sûr, lutter contre la fraude. Et c'est là que l'interconnexion revient en héros. Si l'on recoupe mieux, on se fait moins avoir. Donc on met des passerelles, on compare, on détecte les anomalies. Sauf que si tu veux comprendre les risques du socio-fiscal, il faut garder en tête une vérité presque mathématique. Quand ton système est conçu pour détecter des incohérences, il va en détecter. Le problème, c'est qu'une incohérence, ce n'est pas forcément une fraude. Ça peut être une situation de vie complexe, un retard de déclaration, une erreur de saisie, une donnée obsolète, ou deux administrations qui n'ont pas la même définition d'un mot. Adresse, foyer, ressources, résidence, c'est fou comme un mot peut devenir un piège dès qu'il passe dans une base de données. Et on assiste à la levée progressive des barrières entre les administrations. Ce qui autrefois était protégé par des secrets professionnels ou des cloisonnements
est de plus en plus partageable, encadré par la loi, au nom de l'efficacité. Dans le socio-fiscal, la dérive typique, c'est rarement espionner, c'est plutôt automatiser le soupçon. Le scénario classique ressemble à ça. Tu as un droit, un croisement de données déclenche un signal, une anomalie, le système lance un contrôle, parfois automatiquement, et toi tu te retrouves à devoir prouver que tu es bien toi et que tu as droit à ce que tu touches. Et là, le risque principal, ce n'est pas seulement l'intrusion, c'est la fragilisation des droits. Parce que l'erreur dans ce monde-là ne tombe pas dans le vide, elle tombe sur ton quotidien au risque de fragiliser encore plus ceux qui sont déjà fragiles. Ensuite, nous avons la famille souveraineté. Ici, on n'est plus dans attribuer des droits, mais dans la prévention, la sécurité, l'enquête, le maintien de l'ordre, et parfois le renseignement. Et ce basculement change tout parce que l'argument central devient « on ne peut pas tout dire, sinon ça casse la mission ». Résultat, ces fichiers fonctionnent souvent avec des régimes plus spécifiques, plus dérogatoires et une transparence plus limitée. Pour ces fichiers, il y a des actes réglementaires et un avis de la CNIL motivé et publié, mais le fonctionnement reste d'une autre nature que le socio-fiscal. Et là, c'est important d'être précis. Ça ne veut pas dire zone de non-droit, ça veut dire zone où l'équilibre est différent. Parce qu'en souveraineté, tu as 3 caractéristiques qui rendent le sujet plus sensible. Premièrement, le périmètre des données peut être plus explosif. On peut toucher à des informations très délicates, des soupçons, des fréquentations, des comportements, des signalisations, et parfois des catégories proches du sensible au sens RGPD. Deuxièmement, les conséquences peuvent être plus silencieuses. Dans le socio-fiscal, tu vois souvent l'impact, prestations bloquées, courriers, démarches. Dans la souveraineté, l'impact peut être plus diffus. Contrôle renforcé, enquête, refus administratif, criblage, sans que tu saches forcément quel fichier à jouer. Troisièmement, la correction est plus difficile parce que l'accès et la rectification peuvent être indirects, encadrés différemment, et l'opacité est justifiée par la mission. Et comme l'accès est souvent indirect via l'autorité de contrôle dans ce type de fichier, du coup la dérive typique ici n'est pas seulement l'automatisation, c'est plutôt l'extension des usages. Tu crées un fichier pour un objectif précis, enquête, prévention ou sécurité, puis petit à petit, il sert à autre chose, il devient une référence, puis une infrastructure, puis un outil de tri. Et là, tu tombes sur la grande loi de l'écosystème, un fichier utile attire toujours plus d'usages. La vraie différence entre les deux familles, c'est la morale du système. Dans le socio-fiscal, l'État dit « on gère des droits, on doit être efficace et juste ». Dans la souveraineté, l'État dit « on protège, on doit être efficace et discret ». Et ce simple changement de mot, juste par rapport à discret, change la façon dont la société accepte les choses et dont les contrôles s'appliquent. Parce que la question démocratique n'est pas la même. Pour le socio-fiscal, le débat c'est est-ce que ça réduit la fraude sans écraser les gens par erreur ? Pour la souveraineté, le débat clé c'est est-ce qu'on peut concilier sécurité et liberté quand le contrôle est, par nature, moins visible. Et tu sens bien la difficulté, plus c'est invisible, plus ça demande de la confiance, et plus ça demande des garde-fous solides, précisément parce qu'on ne peut pas compter sur le contrôle par le public. Et le point commun qui devrait nous inquiéter tous, la qualité des données. Parce qu'un système interconnecté ne devient pas plus vrai parce qu'il recoupe, il peut devenir plus convaincant, même quand il est faux. Une erreur répétée à plusieurs endroits ressemble à une certitude, et ça, c'est le genre de piège moderne qui ne fait pas de bruit, mais qui change des vies. Donc maintenant, on a la carte du monde. 2 continents, 2 logiques, 2 types de risques. Et pour rendre tout cela concret, on va passer au chapitre suivant, avec des études de cas, des fichiers qui incarnent parfaitement ces tensions, notamment le TAG et le TES, et surtout ce détail qui fait froid dans le dos, le problème n'est pas seulement d'être fiché, c'est d'être mal fiché. Parfait, là on quitte les principes et on rentre dans le dur. 2 fichiers, 2 polémiques et une même question. Qu'est-ce qui se passe quand une base de données devient une infrastructure de décision ? On commence par le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. Rien que le nom est un avertissement. On n'est pas sur des condamnations, on est sur des antécédents, c'est-à-dire tout ce qui gravite autour d'une procédure, suspect, mise en cause, victime, témoin selon les cas, éléments de contexte, bref,
un outil initialement conçu pour aider les enquêtes et les regroupements policiers. Et sur le papier, tu te dis, c'est logique. Sauf que le TAJ a un super pouvoir et donc aussi, tu l'imagines bien, un super risque. Il sert à plus de choses qu'aux enquêtes. Il est également consulté dans les enquêtes administratives et les procédures de criblage, c'est-à-dire typiquement quand tu veux travailler dans certains secteurs, obtenir certaines autorisations ou accéder à certains emplois sensibles. Et là on arrive au fameux détail qui change une vie. Le TAJ n'est pas un fichier vérité, c'est un fichier trace. Une trace de procédure, une trace d'événement, une trace d'enquête qui peut parfois devenir une trace de suspicion. Donc imagine, tu as été entendu un jour, il y a des années, une histoire classée sans suite ou une confusion, où tu étais au mauvais endroit au mauvais moment. Dans ta tête, l'histoire est finie, mais dans le système, une trace peut rester et ressortir au pire moment. C'est là que la qualité des données devient un sujet politique, pas juste technique. Un chiffre qui fait mal. Lors de contrôles de la CNIL sur des anciens fichiers STIC Judex en cours de fusion, on évoque jusqu'à 72% de fiches avec des problèmes. Fiches erronées, obsolètes, incomplètes. Et là, on comprend le danger. Si un fichier aussi structurant se trompe, il ne se trompe pas dans un coin, il se trompe sur des parcours de vie. Le TAJ, c'est l'exemple parfait d'un fichier qui déborde, créé pour aider l'enquête, puis finalement utilisé pour décider de l'accès à un job, d'une habilitation, d'une mission. Et souvent, la personne découvre l'existence du problème quand c'est trop tard. Parce que tu n'as pas une notification qui dit « Bonjour, vous êtes mal fiché ». Tu as juste « Nous ne donnons pas suite ». Point. Et quand tu demandes pourquoi, on te répond parfois avec une élégance administrative rare « Décision prise au regard des éléments dont dispose l'administration ». Traduction, quelque part, un fichier à parler. Deuxième cas, le TES, l'identité devient biométrique et centralisée. Là, on change de registre, ce n'est pas l'antécédent judiciaire, c'est l'identité. Le TES, c'est le traitement lié au titre d'identité, donc passeport, carte d'identité selon les périmètres, et au stockage d'éléments biométriques, typiquement photos, empreintes. Et le débat autour du TES est fascinant parce qu'il ne porte pas uniquement sur est-ce que c'est utile. Oui, l'argument d'utilité est simple, sécuriser les titres, lutter contre l'usurpation, accélérer la vérification, fiabiliser l'identité. Mais le débat porte aussi sur l'architecture. Est-ce qu'on stocke ces données biométriques dans une base centralisée ou est-ce qu'on privilégie une approche plus décentralisée? Par exemple, avec des données principalement portées par le titre lui-même, la fameuse puce incorporée dans la pièce d'identité, limitant ainsi la centralisation, la consultation abusive et les fuites de données. Parce que la biométrie, c'est particulier. Tu peux changer de mot de passe, tu peux changer une carte d'identité, mais tu ne peux pas changer ton visage comme on change un code PIN. Donc, la question du test, au fond, c'est quelle quantité de toi est acceptable d'être stockée dans un endroit unique. Et ça nous amène à une règle simple, presque physique. Plus une base est centrale et sensible, plus elle devient une cible. Que la cible soit externe, une attaque, ou interne, un abus. Donc tu l'as compris, le point commun entre le TAJ et le TES, c'est que l'État gagne en puissance, et toi, en fragilité. Ces deux cas racontent la même histoire, avec deux tonalités. Le TAJ, c'est la fragilité face à l'erreur et à l'extension des usages, un fichier d'enquête qui finit par peser dans des décisions administratives. Le TES, c'est la fragilité face à la centralisation et à la sensibilité intrinsèque de la donnée. La biométrie, ce n'est pas un identifiant comme un autre. Et dans les deux cas, il y a ce détail qui change une vie. Un système peut être légal, utile, et pourtant produire des injustices massives si la donnée est mauvaise, si les usages débordent, ou si l'architecture concentre trop de pouvoir. Et c'est pour ça que quand on débat sur ces fichiers, il ne suffit pas de demander « est-ce que ça marche ?», il faut surtout demander comment c'est corrigé quand ça se trompe, qui a accès, comment on contrôle ces accès, comment on limite l'extension des usages, et si ça fuit, qu'est-ce qu'on perd exactement.
Et maintenant, on est prêt pour le chapitre suivant, les pathologies du fichage, parce qu'une fois que tu as des fichiers puissants, interconnectés, et parfois utilisés pour déclencher des décisions automatiques, les problèmes ne sont plus des bugs, ils deviennent des phénomènes. Erreurs qui se propagent, suspicions automatisées, détournements et parfois une véritable mort sociale numérique. On a vu les fichiers, les lois, l'architecture, maintenant on parle de ce qui se passe quand tout cela rencontre le monde réel, la vie, le chaos, les erreurs humaines, les mises à jour oubliées, bref, les pathologies du fichage. Et je vais utiliser une image simple. Un fichier administratif, c'est comme une carte routière. Quand elle est à jour, tu arrives à destination sans problème. Quand elle est fausse, tu finis dans un champ. Le problème, c'est que là, finir dans un champ, ça peut vouloir dire perdre un droit, un job, une démarche, ou passer des mois à prouver un truc évident. Commençons avec la première pathologie. C'est la plus banale, donc la plus dangereuse, l'erreur. Une faute de frappe, un changement d'adresse mal répercuté, un homonyme, une situation familiale interprétée différemment. Une info obsolète qui traîne. Et le piège, c'est que dans un système interconnecté, l'erreur ne reste pas isolée, elle circule, elle se copie, elle se valide. C'est comme une rumeur, au début c'est juste un peut-être, mais après 3 recopiages, cela devient tout le monde le sait. Et c'est comme ça qu'on arrive parfois à ce qu'on appelle une mort sociale numérique. Tu existes, tu travailles, tu fais ta vie, mais administrativement, une version fausse de toi te précède, te bloque, te contredit. Deuxième pathologie, le temps. Une donnée administrative, ce n'est pas une photo, c'est une vidéo. Sauf que parfois, l'administration garde une image arrêtée sur pause. Et si la donnée n'est pas mise à jour, tu te retrouves jugé sur une situation du passé, un ancien statut, une ancienne adresse, un ancien épisode. Ce qui pourrait être anodin devient grave quand la donnée sert à déclencher un contrôle ou à justifier d'une décision. Le hic, plus le système grossit, plus corriger un problème devient compliqué parce qu'il faut corriger à la source puis vérifier que la correction se propage partout. Troisième pathologie, celle qui fait le plus mal au quotidien, l'automatisation des conséquences. À la base, l'idée peut sembler rationnelle. Si on détecte une incohérence, on déclenche une vérification. Sauf que dans la pratique, certaines organisations glissent vers une logique dangereuse. On suspend d'abord, on discute ensuite. Et là, tu changes la présomption implicite. Avant, on vérifie parce qu'il y a un doute. Maintenant, on coupe parce qu'il y a un doute. Et quand cela concerne les droits essentiels, argent, logement, santé, statut, ce n'est plus un contrôle, c'est une mise sous pression. Et le plus ironique, c'est que ce n'est même pas forcément une personne qui te suspecte. C'est un croisement de données, un score, une règle, une alerte, bref, une anomalie. La machine ne dit pas « tu es fraudeur », elle dit juste « tu es incohérent ». Quatrième pathologie, plus politique, on appelle ça le détournement de finalité. Tu collectes des données pour un objectif et tu l'utilises pour un autre, ou tu élargis progressivement les usages. C'est une infraction pénale quand c'est illégal et une ligne rouge de la protection des données. Et soyons honnêtes, ce détournement n'est pas toujours un complot, il peut être un glissement bureaucratique. On a déjà l'info, ce serait dommage de ne pas s'en servir. Et c'est exactement comme ça que des fichiers deviennent des infrastructures. Au début, ils servent à X, puis à X plus Y, puis à X plus Y plus Z. Et à la fin, plus personne ne sait précisément où commence et où s'arrête le périmètre normal. Cinquième pathologie, très simple, très humaine, la curiosité et l'abus. Dès qu'un fichier existe et qu'il est consultable, il y a un risque. Quelqu'un regarde ce qu'il ne devrait pas regarder. Un collègue, un voisin, un ou une ex, une célébrité, juste pour voir. Évidemment, cet usage hors finalité est réprimé, encore faut-il le détecter. Et là, on touche à une vérité importante, la sécurité ne dépend pas seulement des lois, elle dépend des pratiques, des logs, des contrôles internes, des sanctions réelles, et de la culture. Et je termine avec la pathologie la plus perverse, le système qui devient auto-justificatif. Plus tu es de fichier, plus tu peux recouper. Et plus tu recoupes, plus tu as l'impression d'obtenir une vérité robuste. Sauf que si une même erreur a été recopiée et recopiée, elle devient confirmée par plusieurs sources, donc elle ressemble à une preuve, alors que c'est juste une contamination.
Et là, tu te retrouves dans un monde où tu dois combattre quelque chose d'absurde, non pas une accusation claire, mais une incohérence artificielle. Donc voilà les pathologies. Erreur, obsolescence, automatisation punitive, détournement de finalité, abus d'accès et fausse vérité propagée. Et maintenant, on va passer au chapitre suivant, qui est presque la version contemporaine de tout cela, les menaces modernes, parce qu'aujourd'hui, même si tout était parfaitement encadré, il reste un problème massif, les cyberattaques et la menace interne, et plus les bases sont centrales, plus l'impact d'une fuite devient gigantesque. On l'a déjà dit, quand on parle des dangers des fichiers, beaucoup de gens imaginent encore le scénario Big Brother. L'État qui regarde tout le temps avec une lumière verte et un petit bruit de modem des années 90. Mais la menace moderne, la vraie, elle est souvent plus bête et plus brutale. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui surveille, c'est quelqu'un qui vole, quelqu'un qui regarde alors qu'il ne devrait pas. Parce qu'on a changé d'époque. Avant, le danger c'était la centralisation politique. Aujourd'hui, c'est la centralisation technique. Et qui dit centralisation, dit cible idéale. Soyons clairs, une base de données publique ou privée, aujourd'hui, c'est un trésor numérique. Pas forcément parce qu'elle contient des secrets d'État, mais parce qu'elle contient le carburant de la fraude moderne. Identité, coordonnées, statuts sociaux, données de santé, emploi, IBAN, etc. Ce n'est pas de la science-fiction. On a vu ces derniers mois des fuites massives frapper des entreprises comme des mutuelles de santé comme Almeris, l'emploi avec France Travail, les télécoms avec Free, les fédérations sportives ou des écoles publiques, jusqu'à l'Office français d'immigration. Plus de 2 millions de personnes exposées. Et il faut bien comprendre, une fuite, ce n'est pas juste une fuite, c'est un multiplicateur à long terme. Tes données sortent une fois, elles sont revendues, croisées, enrichies et deviennent un profil hyper crédible, réutilisable partout, dans plusieurs circonstances. Toutes frauduleuses évidemment. Derrière, c'est toute une industrie illégale qui s'en nourrit, phishing, usurpation, chantage, escroquerie. Si l'on simplifie, il y a 3 attaques majeures. Premièrement, le phishing ultra ciblé. On ne te dit plus « cher client », mais « bonjour monsieur X, nous avons besoin de vérifier votre dossier chez France Travail, merci de cliquer ici ». Tu connais le texte, tu connais les données, tu connais les logos, la formulation, tu baisses la garde. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai fait partie de la fuite de données de Free et 2 semaines plus tard, je reçois un soi-disant appel de ma banque pour m'avertir qu'il y avait une fraude en cours sur mon compte. Ils savaient tout. Mon nom, mon prénom, mon numéro de compte, mon adresse, l'adresse de mon agence, etc., etc. Ils étaient calmes, polis, raisonnables, bien organisés, avec un discours rassurant, des bruits de clavier ou de voix laissaient penser à un centre d'appel classique, et il y avait même plusieurs services avec des attentes téléphoniques entre chaque. Et ces attentes téléphoniques étaient exactement les mêmes que ma banque. Lorsqu'ils finissaient par me demander des informations confidentielles, évidemment je refusais, et ils me félicitaient de ma prudence et me disaient que j'avais bien raison de me méfier, etc., etc. J'ai fini par raccrocher sans dégâts, mais je me suis dit que c'était quand même assez chaud, et on pourrait se demander si vous seriez fait avoir ou pas. Deuxième possibilité très connue, l'usurpation d'identité. Une fois qu'un escroc a ton nom, ton RIB, ton adresse, il peut ouvrir des comptes, détourner des aides, se faire passer pour toi dans une démarche administrative, avoir des amendes et des excès de vitesse, etc. L'administration française est en fait très peu équipée en procédures pour trouver des solutions à ce genre de cas. Et une usurpation peut du coup durer des années sans qu'on ne puisse rien y faire. Imaginez le calvaire que subissent ces gens. Troisième grande possibilité, la contagion de confiance. Plus l'arnaque ressemble à l'administration, plus on y croit. Ton neutre, menace de délai, fichier attaché, ça marche parce que c'est froid, carré, rassurant. Racontons une petite histoire vraie, celle de Christophe Boutry, un ancien policier passé par la DGSI, le renseignement intérieur, et connu sous le pseudonyme de Horus. Il a utilisé ses accès pour monnayer des informations issues de la police et du TAJ en dehors de tout cadre légal. Sa dérive s'inscrit dans un schéma classique d'abus d'habilitation, accès légitime aux bases de données sensibles, puis détournement de la finalité à des fins privées. Lors de son procès à Nanterre en 2021, il reconnaît les faits et explique notamment être en difficulté financière et avoir vendu sur le dark web des données piochées dans des fichiers de police, adresses,
immatriculation, numéro, relevé téléphonique, données de géolocalisation, photographies, etc. Il existe des éléments judiciaires et des récits de presse solides indiquant que des informations qu'il a vendues ont été utilisées pour localiser des cibles qui ont été tuées dans des règlements de compte liés au narcotrafic à Marseille et autour. Vous voyez le genre de problème que nous avons avec ce genre d'abus ? Alors avoir des règles c'est bien, mais ça ne suffit pas. La sécurité vraie repose sur des droits d'accès minimaux, des logs consultables, des audits réguliers, des sanctions réelles, une hygiène numérique partagée, y compris par les sous-traitants. Autant dire qu'il y a pas mal de conditions et que même les meilleurs peuvent faillir à l'un ou l'autre de ces éléments de temps en temps. Le vrai danger n'est pas seulement qui collecte, c'est qui peut accéder, qui peut copier, qui peut détourner et pendant combien de temps avant qu'on s'en rende compte. On construit des systèmes toujours plus puissants, plus rapides, plus efficaces, mais dans un monde où les données fuient de partout, chaque nouvelle fuite nous rappelle que le fichage massif, centralisé, interconnecté, c'est un choix technique, mais c'est surtout un choix politique très dangereux pour les citoyens. Dans le prochain chapitre, on va parler des contre-pouvoirs, la CNIL, la justice, les DPO, les audits. Est-ce que ces mécanismes sont encore à la hauteur dans un monde où les fichiers ne sont plus des armoires métalliques, mais des réseaux, des API et des millions de lignes de données sensibles? On arrive au moment où tout le monde se rassure un peu. Ok, il y a des fichiers, des croisements, des risques, mais il y a des garde-fous. Oui, il y en a, ils sont importants, mais c'est là que le débat devient intelligent. Un contre-pouvoir, ce n'est pas un totem, c'est un mécanisme, et un mécanisme, ça a des limites, des angles morts, et parfois un retard technologique. Alors, qui tient la rambarde dans ce grand escalier de données ? Commençons par la CNIL. C'est l'arbitre, mais pas le joueur, et rarement le magicien. La CNIL, c'est la figure centrale dans l'imaginaire français. Créée après Safari, gardienne de l'équilibre entre informatique et liberté. Son rôle, en gros, c'est contrôler les traitements, vérifier la conformité, émettre des avis, notamment sur certains fichiers sensibles, sanctionner quand ça dérape. Et c'est crucial, parce que sans autorité de contrôle, tu as un droit théorique et une pratique incontrôlable. Mais voilà la nuance, la CNIL n'est pas dans tes serveurs, elle ne vit pas dans les systèmes, elle intervient par contrôle, par enquête, par plainte, par audit, par décision et sanction. Donc elle est puissante, mais elle est aussi structurellement en réaction. Elle ne peut pas valider chaque traitement au quotidien, partout, tout le temps. Et surtout, il y a un défi moderne, l'écosystème grossit plus vite que la capacité de contrôle. Plus de traitements, plus d'interconnexions, plus de prestataires, et la CNIL doit choisir ses batailles. Parlons maintenant de la justice, l'arme lourde qui arrive après l'explosion. Deuxième contre-pouvoir, notamment quand on tombe dans le pénal. Accès illégitime, détournement de finalité, abus, atteinte grave. Mais la justice par nature, c'est souvent plus lent, plus lourd et déclenché après coup. C'est un peu comme dire « on a des pompiers ». Oui, mais l'objectif, c'est quand même d'éviter que tout prenne feu. La justice est indispensable pour sanctionner les abus, mais elle ne remplace pas une gouvernance quotidienne. Abordons maintenant le rôle du DPO, le garde-fou dans la machine. C'est un acteur moins connu du grand public, mais essentiel. Le délégué à la protection des données, le DPO, c'est l'idée moderne. Au lieu de tout attendre d'un gendarme externe, on met quelqu'un à l'intérieur des organisations pour conseiller, documenter, alerter, vérifier que les principes sont appliqués et servir de point de contact. En théorie, c'est génial. En pratique, ça dépend de deux choses. Est-ce qu'on lui donne les moyens ? Est-ce qu'on lui donne le poids ? Parce qu'un DPO isolé, sans accès, sans écoute et noyé dans des projets déjà décidés, c'est comme mettre un panneau « Attention danger » au bord d'une falaise sans garde-corps. On continue ensuite avec un outil cette fois, l'AIPD. Avant de construire, on mesure le risque. L'AIPD, l'analyse d'impact relative à la protection des données, c'est une idée très saine. Quand on a un traitement à risque élevé, par exemple une interconnexion de données sensibles, de la surveillance, des décisions automatisées, on doit analyser quels sont les risques pour les personnes, quelles mesures de sécurité il faut prendre,
quelle alternative nous avons, quelles sont les limites d'usage. Et ça, c'est le contre-pouvoir le plus intelligent parce qu'il agit avant. Sauf que là encore, l'AIPD peut devenir soit un vrai outil de conception responsable, soit un document de conformité qu'on remplit à la fin, juste pour avoir un coup de tampon. Et tu vois le problème, si l'AIPD arrive après la décision, ce n'est plus un frein, elle devient juste un tampon. Finalement, on touche à la limite commune de tous ces contre-pouvoirs, le cadre juridique est solide, les institutions existent, les outils internes existent, mais le monde moderne ajoute 3 difficultés. Première difficulté, la vitesse. Les systèmes se déploient vite, plateforme, interconnexion, prestataire, le contrôle, lui, prend du temps. Deuxième difficulté, la complexité technique. API, cloud, sous-traitants, interopérabilité, même une organisation de bonne foi ne peut pas maîtriser totalement sa chaîne technique. Troisième difficulté, l'asymétrie de l'information. Toi, citoyen, tu arrives souvent après le problème, avec peu de visibilité. L'organisation, elle, a la structure, le vocabulaire et la maîtrise des processus. Et c'est pour ça que le vrai indicateur de santé démocratique, ce n'est pas seulement il y a eu CNIL, les contre-pouvoirs existent, ils comptent, ils évitent le pire, mais ils ne rendent pas le système sans danger. Ils rendent le danger discutable, encadrable, gouvernable. La seule protection que nous pourrions avoir dans ce contexte est la minimisation de la collecte de nos données. Hélas, ce n'est pas ce que les États partout dans le monde ont choisi de faire. Pourquoi ? Nous en avons déjà parlé, les données sont addictives car elles offrent des usages presque magiques, mais impliquant des risques incroyables pour les administrés. D'un côté, un État qui veut toujours plus d'informations sur nous, et de l'autre, notre sécurité légitime à ne pas se faire arnaquer, attaquer, traquer et à vivre dans une vraie démocratie et non pas dans une démocratie de pacotille. Et maintenant on termine avec la grande question, si l'État moderne fonctionne par fichier, par interconnexion, par automatisation, qu'est-ce qu'on accepte collectivement et qu'est-ce qu'on refuse ? Parce que la conclusion ce n'est pas de tout arrêter, c'est de décider lucidement et surtout de ne pas confondre efficacité et légitimité. On arrive à la fin et je veux qu'on prenne 2 minutes pour remettre tout ça à sa place parce que sinon on repart avec la mauvaise morale. La morale ce n'est pas les fichiers c'est mal, un État moderne ne peut pas fonctionner sans fichiers, sans données, il n'y a pas de droit, pas de prestations, pas d'impôts, pas d'organisation, juste des files d'attente à vie et des tampons jusqu'en 2080. Non, la vraie question, elle est plus adulte, plus politique, plus démocratique. Quel fichier, pourquoi faire, avec quelles limites et quel recours quand ça se trompe. Parce qu'on l'a vu, le problème n'est pas la donnée en soi, le problème c'est quand la donnée devient une vérité officielle, quand l'erreur devient une trajectoire, quand l'interconnexion transforme une incohérence en soupçon et que l'opacité rend la correction quasi impossible. Et là on touche au cœur du débat démocratique. Dans une démocratie, l'État a du pouvoir, il en a besoin, mais ce pouvoir doit rester contrôlable. Et la donnée c'est une forme de pouvoir très particulière. Elle est silencieuse, elle se déplace vite, elle se copie, elle se recoupe, elle se transforme en décision, parfois sans qu'on s'en rende compte. Donc la question finale, ce n'est pas est-ce que l'État doit avoir des données, la question finale c'est est-ce que l'État peut devenir plus efficace sans rendre les citoyens plus fragiles ? Et est-ce que les garde-fous, CNIL, justice, DPO, analyse d'impact, sont dimensionnés pour un monde de plateformes, d'API, de prestataires et de cyberattaques ? Et surtout, est-ce qu'on garde une règle simple en tête ? Plus tu automatises, plus tu dois rendre des comptes. Parce qu'un système automatisé qui se trompe, ce n'est pas juste un bug, c'est un bug qui peut toucher des milliers de vies. Alors, si on devait retenir qu'une idée de cette vidéo, ce serait celle-là. Les fichiers, ce n'est pas juste des outils administratifs, ce sont des infrastructures politiques. Et comme toutes les infrastructures, elles doivent être conçues, auditées, discutées et corrigées. Et maintenant, je le dis clairement, cette vidéo est directement liée à la prochaine, parce que tout ce qu'on vient de voir, interconnexion, identifiant, centralisation, biométrie, confiance, correction des erreurs, converge vers un sujet qui arrive au centre du jeu, le Digital ID. Le Digital ID, c'est la promesse d'une identité numérique fluide, pratique, sécurisée. Mais c'est aussi le risque d'un raccourci, celui de transformer l'identité en clé universelle qui ouvre toutes les portes. Et si tu as compris Safari, le TAG et le TES, ainsi que l'écosystème de fichage, tu as déjà compris la moitié du débat. Donc si tu veux la suite logique, la prochaine vidéo c'est
Digital ID, simplification géniale ou super connexion des vies. Si cette vidéo t'a plu et t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit et cela soutient la chaîne. Merci et à bientôt.